Bonjour et bienvenue à tous. J'ai le plaisir d'accueillir Étienne Retou de Galink qui va nous partager ses 5 meilleurs conseils sur la gestion de risque de la cybersécurité des fournisseurs. Étienne, c'est à toi. Bonjour à tous, très content, merci pour l'invitation. Peut-être déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Hervé, c'est bon? Parfait. Très bien. Bah, donc là, j'ai eu, on va dire, préparé une petite, un petit discours, on va dire, de 15 minutes sur la gestion du risque fournisseur. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez bien, qui vous impacte soit en tant que fournisseur, parce que vous recevez notamment des questionnaires de sécurité, soit vous impacte en tant que donneur d'ordre qui essaye d'évaluer leurs fournisseurs, soit les deux, ce qui est la majorité des cas aujourd'hui. Euh, L'idée, là, c'est voilà, ça fait depuis 10 ans, moi, que je travaille sur tout ce qui est gestion du risque cyberfournisseur, en tant que fournisseur, en tant que donneur d'ordre, et maintenant en cofondant notamment Galing, qui est une solution dédiée sur ce sujet-là. L'idée aujourd'hui, c'est pas du tout de parler de solutions, mais de vous partager quand même quelques tips que j'ai pu voir un peu partout en France, en Europe, sur notamment le questionnaire de sécurité. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de parler très très concret, notamment sur la construction d'un questionnaire de sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment je recommande de le construire. Et en introduction, je parlerai un peu aussi de la philosophie au-delà du questionnaire. Quand on parle de gérer son risque cyberfournisseur, c'est avant tout un process de gestion de risque et pas juste un questionnaire de sécurité. Voilà. Peut-être en introduction de tout ça, pourquoi on en parle aujourd'hui? Le premier élément, je pense, intéressant à voir, c'est que, bah, alors ça dépend les chiffres, mais 43% des attaques viennent via un tiers. Aujourd'hui, les entreprises commencent à être bien sécurisées, mais une grosse partie de leur système d'information, finalement, est externalisée à des tiers, que ce soit le logiciel de paye pour faire la paye, des logiciels qui peuvent impacter la résilience de l'entreprise. Et donc, c'est devenu un enjeu notamment cyber, mais aussi réglementaire. Voilà, je ne vais pas vous apprendre DORA, NIS 2, le CRA, qui mettent un focus particulier sur la gestion du risque tiers. Euh, la présentation est relativement courte, hein. L'idée, c'est d'être très concret, comme je disais, assez rapide, pour vous laisser aussi du temps à la fin pour poser des questions. L'idée aussi, c'est d'échanger. Je sais que généralement, sur ce sujet-là, chacun a un peu son idée préconçue, en tout cas, a pas mal on va dire de convictions. Donc, vraiment intéressant de savoir, voilà, d'échanger avec vous à la fin. Alors, l'idée, c'est que je vous partage 5 bonnes pratiques vraiment que sur le questionnaire de sécurité. Quel type de questionnaire, comment bien poser les questions, faut-il des preuves, quelle valeur apporte un score, comment l'IA peut aider. Donc, l'idée, c'est que j'aborde ces différents thèmes-là. Peut-être juste avant de parler du questionnaire de sécurité, qui est un outil finalement en soi, je voulais aussi remettre un peu de contexte sur ce processus de gestion de risque. Le premier point que je voudrais mentionner, c'est quand on parle de gérer son risque tiers, l'idée c'est d'avoir un processus potentiellement en deux étapes, hein, qui est l'étape principale, ça va être la classification, c'est-à-dire que quand vous avez un tiers, la première question à vous poser, c'est est-ce qu'il est critique ou pas selon voilà, les types de données auxquels vous lui donnez accès, l'impact opérationnel qu'il peut avoir, etc. L'étape d'après, ça va être évaluer ce fournisseur-là sur la base notamment d'un questionnaire de sécurité, mais on pourra en parler. Il y a d'autres outils aussi à disposition, mais le questionnaire, c'est quand même en tout cas, voilà, c'est une conviction le plus efficace pour comprendre la maturité d'un fournisseur. Et après, en fonction des ressources, c'est potentiellement gérer les écarts, le risque dans le temps, avec des plans de remédiation, des choses comme ça. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de parler de l'étape d'évaluation, notamment sur le questionnaire en tant que tel. Dans la finalité aussi, donc là, c'est sur la partie process. Le deuxième point que je voulais aussi mentionner, c'est sur la finalité en tant que telle d'un questionnaire de sécurité. Pourquoi vous partagez un questionnaire de sécurité? Euh, quand je vois chez certains potentiellement entreprises ou les questionnaires de sécurité que je reçois, on sent qu'on perd un peu la, la finalité finalement du questionnaire. On balance un questionnaire potentiellement assez long, les questions sont un peu redondantes, on lui dit dites-moi conforme, etc.
Et en fonction des réponses finalement que moi je mets, je me dis derrière, ça va être très difficile à exploiter. Pourquoi? Pour moi, là, en tout cas, le questionnaire, c'est quand le fournisseur le répond, à l'issue de la réponse du fournisseur, directement, il faut que vous voyez finalement les écarts par rapport à vos exigences. Et c'est ces écarts-là sur lesquels vous allez potentiellement travailler et vous dire est-ce que j'approuve ou pas le fournisseur. Enfin, peut-être un dernier point, je trouve qui est intéressant, c'est sur l'état d'esprit. Quand vous partagez un questionnaire de sécurité à un fournisseur, il ne faut pas partir du principe que le fournisseur va mentir, hein. Tout le monde est, on va dire, de bonne foi. Voilà, vraiment, je pense que c'est important de dire que voilà, le fournisseur est généralement de bonne foi. En tout cas, c'est ce qu'on observe, nous, chez nos clients. Mais si vous voulez, c'est aussi la force d'un outil comme le questionnaire. Ce qui peut être intéressant, vous, quand vous êtes donneur d'ordre, c'est annexer finalement le questionnaire de sécurité et les réponses du fournisseur de façon contractuelle, en annexe sécurité du contrat, ce qui ne change rien finalement aux réponses, etc., mais donne une certaine force finalement au questionnaire, notamment s'il est uniquement déclaratif, sans preuve. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était peut-être quelques éléments voilà, de contexte sur un peu la philosophie. Je pense qu'il va être intéressant avant de rentrer dans le détail finalement de comment construire un questionnaire de sécurité, ou en tout cas quels sont les conseils que je donnerais là-dessus. Donc l'idée, c'est pas à l'issue de ça, de vous dire ah, faut que je change complètement mon questionnaire, j'en sais rien. C'est plus amener une réflexion sur tiens, il y a peut-être un élément, ça serait intéressant de changer. Et aussi, le but, c'est d'en débattre aussi à la fin. Alors, le premier conseil, moi, que je donne sur le questionnaire de sécurité que vous allez potentiellement envoyer à un fournisseur, c'est la taille. Euh, Ce que j'observe, c'est que souvent, il y a un peu le sentiment que plus vous faites un questionnaire long, plus il va vous apporter d'informations, en tout cas de confiance sur la maturité cyber du fournisseur. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je voudrais peut-être déconstruire, dans le sens où moi, je vais essayer de favoriser, quand vous avez un questionnaire de sécurité, d'essayer de pas faire trop de questions, trop de sections, et toujours vous demander, est-ce que cette question, si elle répond comme ça, est-ce que j'en fais quelque chose? Le but, c'est quoi? C'est quand même d'essayer voilà, en fonction des réponses du fournisseur, toujours se dire, OK, s'il me répond comme ça, je vais déclencher ça, ça, ça. S'il y a des réponses, des questions, et je le vois souvent quand les questionnaires font plus de 50 questions, 100 questions, souvent, je pense qu'il y a pas mal de questions que vous ne regardez même pas parce que, in fine, ça ne vous intéresse pas, parce que dans cet amas d'un questionnaire très très long, généralement, il n'y a que vraiment quelques contrôles qui sont vraiment importants. Donc moi, vraiment, la recommandation, c'est essayer de viser un questionnaire, si possible, inférieur à 50 questions, parce qu'au-delà, voilà, je pense qu'on peut retravailler les questions. Certaines questions vont être redondantes. J'observe ça vraiment fortement. Et, aussi, alors avec un petit mais, aussi, ça peut dépendre aussi de la criticité du fournisseur. C'est-à-dire que si jamais vous avez un fournisseur critique, très très critique, là, ça vaut peut-être le coup d'étayer, de mettre beaucoup plus de questions pour aller très très loin. Mais quand je parle du questionnaire un peu de défaut que vous allez transmettre à des fournisseurs, on va dire critiques sans être archi critiques, je pense vraiment qu'une cinquantaine de questions avec notamment quelques preuves, et on en reviendra après, c'est largement suffisant. Donc voilà, juste pour vous donner, je vois vraiment un seuil au-delà de 50 questions, généralement voilà, c'est empirique. Il y a des questions qui sont un peu redondantes dans le questionnaire. Euh, Sur un peu les types aussi sur le format des questions. Alors, il y a un peu différents types que je peux voir. Il y a la réponse racontez-moi comment vous faites, vous mettez en place votre, j'en sais rien, racontez-moi comment vous protégez les postes de travail. Et là, vous mettez un type commentaire en disant voilà, il va me raconter sa vie. Donc ça, c'est le premier type que j'observe. Le deuxième type, c'est un peu de l'auto-évaluation avec une échelle de conforme, non conforme, partiellement conforme, conforme en devenir, etc. Donc ça, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est plutôt euh, un type de réponse que je trouve intéressant, qui est avez-vous en place une politique de sécurité de l'information? Oui, non. Comme ça, au moins, on sait si c'est en place ou c'est pas en place. Ou ça peut être aussi des choses un peu choix multiples qui, je trouve, sont vraiment intéressantes, qui sont, voilà, quelles sont les mesures en place pour protéger votre réseau. Et donc là, vous pouvez lister les différents éléments de sécurité opérationnelle qui peuvent être mis en place. Voilà, j'en sais rien, un NDR, des choses en fait très concrètes qui permettent de comprendre quels sont les outils qui sont utilisés pour protéger potentiellement voilà, le réseau
interne d'une entreprise, etc. Moi, ma recommandation, notamment, ça va être de, si possible, de proscrire au maximum, notamment justement les questions ouvertes où vous devez définir du champ texte. Pourquoi? Parce que 2 raisons, ça va être très, difficile pour vous à exploiter derrière, parce que chacun va expliquer un peu la même chose de façon différente, donc ça va demander une analyse différente. Et ce qui vous importe, c'est plutôt de savoir si, a priori, il y a une politique en place, oui, non. Et le deuxième, donc voilà, difficilement exploitable rapidement derrière pour vous, et donc ça va faire une charge, opérationnelle très élevée. Et le deuxième raison, c'est vraiment dans le monde actuel de l'IA. Aujourd'hui, vraiment, les champs commentaires, les gens, voilà, grâce à des LLM, hein, je ne vais pas vous apprendre ça, ils peuvent écrire des choses très, 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 très cyber, on va dire, très long, ce qui vous, derrière, potentiellement, vous allez remettre ce commentaire dans une IA pour vous dire, voilà, fais-moi une synthèse. Donc, je préfère vraiment dire, bah, essayer de travailler un peu plus sur le questionnaire en se disant, ok, je préfère limite un conforme, pas conforme, ou des questions un peu à choix fermé, pour voilà, se dire derrière, pour moi l'analyser, ça va être beaucoup plus rapide, et aussi sans sacrifier la qualité de la réponse. C'est-à-dire que voilà, il peut mettre conforme et vous pouvez lui demander, expliquez-moi comment faire, comment vous faites exactement. Ça, c'est des choses qui sont vraiment des bonnes pratiques, mais juste mettre un champ texte, ça, c'est quelque chose que voilà, je déconseille, en tout cas dans la construction d'un questionnaire. Le deuxième point aussi, moi, je trouve qui est intéressant à partager, c'est sur la formulation des questions. C'est-à-dire que ce que j'observe beaucoup, déjà, c'est sur les questions en tant que telles, de temps en temps, heu, de façon un peu maligne, une question finalement, c'est 10 questions dans la question. Heu, Ça, c'est vraiment quelque chose que je déconseille. Mieux vaut un questionnaire un peu plus long avec une question vraiment claire, une question, un sujet, plutôt que des amas de questions où en fait vous demandez plein de choses aux fournisseurs qui sont pas forcément, d'ailleurs complètement liées entre elles, mais qui en fait va rajouter du doute côté fournisseur, donc il va pas savoir ce quoi vous, vraiment répondre. Et vous derrière, notamment si par exemple vous mettez conforme, pas conforme, mais vous demandez 10 choses différentes, bah, derrière vous aussi ça va être difficile à exploiter. Donc, voilà, mon conseil, c'est vraiment si jamais vous commencez à créer des questions, plein de questions dans une question, bah, faites des questions différentes. C'est beaucoup plus, clair pour vous, pour le fournisseur, et pour vous analyser. Et le deuxième point aussi, un peu défaut que je peux voir dans pas mal de questionnaires de sécurité, c'est essayer de faire des questions le plus court possible, et en enlevant beaucoup de jargon, potentiellement, technique, si possible. Pourquoi? Bah, alors, l'idée, c'est pas d'évaluer notamment la personne, généralement en face, c'est les équipes cyber qui répondent, mais pas forcément, que ça. Mais de temps en temps, certains jargons sont quand même, spécifiques à la France potentiellement, ou, à d'autres, voilà, des contextes particuliers, et ça peut créer notamment des incompréhensions qui peut créer voilà, des mauvaises réponses. Donc, ça, c'est vraiment sur les questions, et en fait, le miroir de ça, c'est aussi sur les options que vous allez proposer. Essayez de proposer des options, vraiment claires, donc, l'avantage de conforme, pas conforme, c'est très clair. Aussi exclusive. De temps en temps, je vois en fait des questions, des options où, en fait, entre les différentes options, on se demande quelle est la bonne option, parce que finalement, on voit que c'est pas complètement exclusif, c'est-à-dire, donc, ça crée du doute. Et comme je le disais au début, c'est finalement, voilà, quand vous faites des options, possibles à une question, c'est se dire: «OK», notamment, bah, si, voilà, chaque option derrière, ça doit déclencher quelque chose s'il a été sélectionné, soit, OK, c'est bon, soit potentiellement: «Ah tiens, il faut que je discute avec le fournisseur parce que, bah, il est pas conforme avec mon exigence», notamment. Donc là, j'avais donné quelques exemples un peu de, voilà, de vrais exemples de qu'est-ce que j'ai pu voir, chez voilà, certaines entreprises. Donc là, par exemple, ils me décrivent une exigence: l'organisation doit fournir, approuver, publier et réviser régulièrement une politique de sécurité de l'information. Les responsabilités concernant la sécurité de l'information doivent être identifiées et documentées dans les fiches de poste. L'application des mesures de sécurité et de la responsabilité de l'ensemble du personnel, c'est communiqué à tout le personnel. Alors, in fine, et le choix, c'était conforme, partiellement conforme, pas conforme. In fine, voilà, c'est un peu large, même si, bah, le point principal, c'est plutôt, est-ce que vous avez une politique de sécurité de l'information, et potentiellement, mettre des sous-questions derrière, ou juste demander à la politique pour vous, voir un peu la tête de la politique pour se dire: «OK, a priori, il est plutôt mature, il a justement, défini un peu ces critères-là dans sa politique, donc c'est bon pour moi». Une autre question, un peu d'exemple, c'est, bah, que j'ai eu, c'est: «Votre entreprise a-t-elle une politique ou un programme de formation?» Donc ça, très clair, et de mise à l'essai en matière de sensibilisation de la cybersécurité, permettant la formation des utilisateurs contre les attaques cyber telles que les malwares, ransomware, phishing.
là, c'est aussi très spécifique, un peu long, in fine. On se demande, en gros, quelle est la c'est très long pour dire est-ce que vous avez notamment une politique de formation? Et après, bah, le malware, ransomware, phishing, et cetera, c'est pas très précis, donc autant réduire ça à quelque chose de beaucoup plus simple. Est-ce que vous avez un programme de formation, notamment, concernant tous les employés? Des choses comme ça qui, permettent d'enlever toute hésitation, et éviter les mots, notamment pas précis, tels que, et cetera. C'est des choses qui rajoutent un peu plus on va dire, un peu plus de doute, qui sont pas exhaustifs et qui apportent pas grand-chose, notamment dans la question, apportée. Voilà. Moi, en tout cas, les types de questions que je recommande, c'est plutôt des choses, avez-vous une politique de gestion d'incidents? Utilisez-vous un EDR pour protéger vos points de terminaison? Avez-vous des audits réalisés par des organismes indépendants? Faites-vous des pen tests annuels sur l'application? Des choses, voilà, assez, finalement fermées qui, aussi derrière sont, voilà, simples à comprendre côté fournisseur. Je continue. Le troisième que je voulais aussi aborder, c'est sur le questionnaire. Alors, le questionnaire juste déclaratif, c'est intéressant, bah, notamment, vous pouvez toujours l'annexer au contrat, ça a une certaine force. Moi, ce que je recommande, c'est quand même de demander quelques preuves, clés, de ne pas en demander trop, mais juste au moins, pour moi, il y a vraiment quelques éléments à demander de politique qui vous permettent de potentiellement, ouais, très bien comprendre la maturité du fournisseur. C'est-à-dire que, bah, bien sûr, les certificats qui vous permettent de vérifier un peu le périmètre dans lequel, ouais, si bien sûr, vérifier le périmètre, et cetera, mais ça a une très bonne une force très forte. Si un fournisseur est ISO 27001, voilà, toutes les questions sur la gouvernance, vous pouvez la sous-traiter, déléguer à l'auditeur indépendant qui est venu auditer le fournisseur sur site pour lui s'assurer que toutes ces politiques sont en place. Mais si ce n'est pas le cas, vraiment, ce que je conseille au moins, c'est une politique de sécurité de l'information et une politique de gestion d'incidents. Politique de sécurité de l'information, c'est vraiment ce document maître ou potentiellement un pass, hein, mais qui, bah, juste aussi en regardant la tête du document, vous savez si le fournisseur est vraiment mature ou pas. Et ça remplace beaucoup de questions que vous pouvez potentiellement poser au fournisseur, que vous pouvez enlever s'il vous fournit une politique de sécurité de l'information. A contrario, s'il n'a pas de politique de sécurité de l'information, vous pouvez savoir que toutes les autres questions que vous allez poser, bah, la première pierre n'est pas là, donc vous savez que ça ne va pas bien se passer, notamment si vous avez un incident de sécurité. Le deuxième point aussi que je trouvais intéressant, c'est tout ce qui est politique de gestion d'incidents. Et ça aussi, c'est intéressant de voir si le fournisseur est mature là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en effet, si jamais vous avez un incident via ce fournisseur-là, s'il n'y a aucun process en place, je vous assure que c'est sûr que ça va mal se passer pour vous. Donc, c'est aussi des choses qui sont intéressantes à vérifier vraiment en amont, notamment de la contractualisation. Et un rapport de pentest aussi, des choses comme ça, si on parle notamment d'applications IT, ça, c'est des choses aussi qui sont aussi devenues dans la pratique, qui aussi a une certaine force parce que voilà, il y a quelqu'un a passé un certain temps à essayer de hacker l'application que vous allez utiliser. Et ça aussi, ça remplace pas mal de questions que vous pouvez faire là-dessus. Enfin, l'avant-dernier que je voulais faire aussi, donc là, c'est le quatrième que je voulais partager. Pour rappel, donc c'était sur les différents éléments que je vous ai partagés. Donc, c'était sur la questionnaire, sur comment construire les questions, les options, sur les preuves, demander quelques preuves aussi aux fournisseurs, et ça, quitte à réduire un peu les questions que vous allez lui demander. L'avant-dernier conseil, moi, c'était revenir sur le scoring dans le questionnaire. Beaucoup, en tout cas, et c'est bien, et le score, ça a une certaine valeur, c'est dire, bah, je voulais vous faire un petit scénario, notamment voilà, de score dans un questionnaire. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est chaque question est potentiellement scorée, conforme, non conforme, vous mettez 1, 0 ou 0,5, et en fonction de ça, après, vous avez un score. L'avantage du score, c'est que c'est très clair, c'est très lisible. Par exemple, là, je vous ai fait un exemple où il y a deux entreprises A et B qui ont un score de 86 sur 100, disons, et 78 sur 100. C'est très parlant. Mais derrière, en fait, ce n'est pas forcément corrélé aux écarts ou aux risques que vous allez prendre à contractualiser avec ce fournisseur. Pourquoi? Parce qu'un score, ça moyennise un peu tout. Et notamment, bah, si on rentre dans le détail, pourquoi il a perdu 14 points, disons, sur son score versus l'entreprise B, en gros, on peut voir en fait que l'entreprise A a toutes ses données en Chine. Et ça, finalement, même si à la question où sont localisées les données, vous avez 0, en gros, il a quand même un score très fort parce que d'un point de vue cyber, j'en sais rien, il est mature, mais dans la prestation qu'il fournit, toutes les données sont en Chine. Et ce score-là, finalement, c'est un peu, ça apparaît pas dans la moyenne parce que tout est moyennisé. Moi, la façon dont
je préconise potentiellement de travailler le score, c'est plutôt de se dire que, notamment, partir potentiellement sur une base de 100, c'est-à-dire que chaque fournisseur, quand vous l'évaluez, part avec 100, et en fonction des non-conformités, des écarts que vous allez avoir et du niveau de sévérité des écarts, il va perdre des points. C'est-à-dire que, par exemple, si je reprends l'exemple que j'avais, là, mon fournisseur A, entreprise A, je l'évalue. Globalement, il est parfait, à part qu'il y a un écart critique qui sont que les données sont en Chine. Bah, un écart critique, c'est il perd 50 points. Donc là, il va passer à 50 sur 100. Si mon entreprise B, par exemple, elle a plutôt des non-conformités moyennes qui font perdre, par exemple, 5 ou 10 points, donc beaucoup moins qu'une non-conformité critique, il va peut-être rester à 70 sur 100. Et finalement, vous voyez qu'en construisant un score un peu différent, on arrive à des conclusions différentes. Mais l'avantage de construire comme ça, c'est que c'est plus lié finalement au risque que vous allez prendre à travailler avec ce fournisseur-là. Donc voilà, l'idée, c'est plutôt, voilà, comme je vous disais, se dire que essayer de rattacher ça finalement aux non-conformités, aux écarts que vous allez flaguer durant l'évaluation d'un fournisseur. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, on pourra en reparler notamment à la fin. Enfin, le dernier point aussi que je voulais parler, c'est l'usage de l'IA. Je pense que notamment sur la gestion du risque fournisseur ou l'évaluation, les questionnaires, bon, malheureusement, on est dans un monde où finalement les donneurs d'ordre et les fournisseurs vont tous utiliser l'IA pour essayer de remplir les informations. Je pense que le problème de ça, c'est juste une perte d'énergie et c'est la planète qui, ça consomme plus d'énergie alors que nécessaire d'une certaine façon, potentiellement. Pour moi, il n'y a pas vraiment de problème et ça va être comme ça, si ce n'est que tant que l'IA ne ment pas, on va dire quand elle remplit par exemple pour le fournisseur. De côté donneur d'ordre aussi, c'est vraiment intéressant de l'utiliser. Pourquoi? Parce que voilà, la technologie aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des LLM, qui sont entraînés, ils sont très forts sur tout ce qui est texte, texte, oui, juste texte. C'est parce que c'est vraiment c'est là-dessus qu'ils sont entraînés. Et donc nous, dans l'échange documentaire que vous allez avoir avec le fournisseur, c'est aussi beaucoup de texte, beaucoup de politiques de sécurité, etc. Et ça, l'IA est très très forte pour l'analyser. Là, j'en dis pas plus, je dis juste que c'est intéressant quand même de penser à l'utiliser. Bien sûr, avec le niveau de confidentialité que vous accordez de base quand vous analysez les données fournisseurs, quand vous les transmettez sur un SharePoint, etc. Avec Microsoft, l'idée c'est de rester toujours de faire bon usage finalement des données que le fournisseur vous confie dans son évaluation. Mais c'est un bel outil, en tout cas, pour réduire la charge opérationnelle que ça peut être, notamment si vous demandez quelques preuves, comme je vous recommande de le faire dans un questionnaire de sécurité. Bon, ça, dans Galink, nous, on utilise ça, mais ça, je voudrais, on pourra en reparler. En tout cas, n'hésitez pas à me recontacter par la suite si jamais vous avez des questions là-dessus sur comment faire concrètement. Peut-être en conclusion, donc là, je vous ai partagé quelques conseils sur vraiment la construction d'un questionnaire avec quelques exemples très théoriques. Donc, j'ai essayé de mettre des exemples concrets pour que ça parle. Ne pas oublier que le questionnaire de sécurité, c'est juste un outil à votre disposition. Donc voilà, ce n'est pas une finalité en soi. Ça s'inscrit dans un process un peu plus large de gestion de risque fournisseur. Donc ça, c'est vraiment le point important. Et après, voilà, les différents conseils, notamment très pratico-pratiques, n'hésitez pas à les mettre en place. Que ça soit déjà juste reformuler certaines questions, des choses comme ça. Supprimer les questions en doublon ou presque en doublon. Voilà, n'hésitez pas à simplifier en tout cas votre approche. Je suis convaincu qu'en faisant ça, vous n'allez pas réduire votre risque parce que ce n'est pas en ajoutant plus de questions qu'on va se protéger plus, mais ça va vous permettre de gagner notamment en confiance des réponses du fournisseur parce qu'elles vont être plus précises, mais aussi vous, en analyse, vous allez potentiellement aussi pouvoir analyser plus de fournisseurs là-dessus. Et enfin, donc ça, c'était vraiment sur le process. Le dernier point aussi que je voulais dire, c'est que l'avant-dernier aussi que je voulais dire sur, donc là je parlais du process, c'était mon premier point. Le deuxième point que je voulais dire, c'était notamment sur le questionnaire. Moi, donc je pense que c'est un outil. Malheureusement, je pense que c'est l'outil le plus fiable aujourd'hui pour estimer la maturité cyber d'un fournisseur. C'est le meilleur moyen pour savoir si sous le capot, il impose le MFA sur toutes les boîtes mail de ses employés, qui est une bonne mesure de sécurité opérationnelle, qu'il y ait un EDR en place et qui soit bien surveillé, qu'il y ait au moins une politique de base qui soit là pour encadrer de façon la gouvernance, enfin dire, du risque cyber dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment voilà. Pourquoi je dis malheureusement, c'est que ça crée beaucoup de friction aussi, parce que voilà, je pense sur le format, sur aussi la façon dont c'est appliqué, ça peut
il y a quelques dérives et voilà, ça tient qu'à nous collectivement d'essayer d'améliorer ça. Et après, en effet, c'est un outil où l'avantage de cet outil, c'est potentiellement l'annexer en annexe sécurité d'un contrat, ce qui donne aussi plus de véracité finalement aussi aux réponses du fournisseur et permet de l'engager. Donc voilà, c'est l'avantage d'un outil par rapport à d'autres outils que vous pouvez utiliser pour évaluer un fournisseur. Voilà, bah, c'est tout pour moi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Bah, sur le blog Galink, il y a aussi pas mal de choses qu'on fait sur cette gestion du risque fournisseur un peu plus large. Petit aparté autopromo, mais dans 2 jours aussi, on organise un webinaire de 30 minutes pour montrer comment l'IA peut être utilisée sur ce process de gestion de risque supplémentaire fournisseur, notamment dans les questionnaires, les preuves, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site si jamais vous voulez vous inscrire. Ça dure 30 minutes. Sinon, bah, voilà, je vous repasse le micro. Merci Euh, beaucoup, Étienne. Merci oui. pour cette présentation. On va couper l'enregistrement.